pouvoir faire les remises de cadeaux. Merci, Excellence. Merci bien. Je voudrais m'excuser un peu à l'avance parce que c'est possible que je tousse beaucoup. Vous savez les raisons. Je voudrais d'abord vous souhaiter bonne et heureuse année à toutes ici présentes. Vous savez, ma conviction, c'est que dans une société, aussi longtemps que la femme n'est pas épanouie, la société ne peut pas aller de l'avant. Et le respect de la femme, c'est une obligation qui s'impose si on veut que la société avance. Dans chaque femme, vous avez notre fille, notre amie, mais surtout notre femme et surtout notre mère et notre grand-mère. Quel que soit l'homme, quel que soit son rang dans la société, il a été l'enfant d'une femme. Lorsque l'homme perd tout, ce qui lui reste, c'est sa culture, sa dignité et sa mère. La mère ne renonce jamais à un enfant. Un père peut laisser son enfant, mais la mère ne laisse jamais un enfant. Et donc toute personne qui est consciente dans sa vie de son rôle sur cette terre doit avoir un respect religieux pour la femme. Vous savez, récemment, dans beaucoup de mes discours, j'attaque beaucoup les hommes qui sont souvent violents avec leurs épouses. Je défends beaucoup les femmes. Beaucoup pensent souvent que je fais même des hors-sujets. En réalité, c'est eux qui sont hors de la vision du Premier ministre. Parce que moi, j'ai une claire conscience que ce que nous sommes en train de faire, ça ne peut réussir que lorsque la majorité des femmes s'y reconnaissent. Donc, quand il y a des violences contre les femmes, lorsqu'il y a des scènes, il y a même des hommes, je les critique, c'est entre nous, je dis même c'est de la lâcheté, quand un homme va jusqu'à couper les mains de sa femme, simplement parce qu'il est plus fort qu'elle physiquement, c'est de la lâcheté. Je dépense beaucoup de temps dans la défense et l'illustration des femmes. Parce que ma conviction, c'est que l'avenir de notre pays, c'est les enfants, et qui dit les enfants parle de leur mère. C'est les enfants et les femmes. Et c'est pour cela que quand Kader m'a dit que vous souhaitez me rencontrer, il a dit qu'il n'y a même pas à réfléchir. Il s'agit juste de trouver un moment dans mon agenda. Parce que cette demande, après celle du président, une demande de rencontre avec les femmes vient en priorité. Parce que je sais qu'en les rencontrant, je vais apprendre beaucoup de choses. Mais surtout, il y aura les bénédictions. Tout homme qui est béni par sa mère, par sa femme, il ne peut pas échouer dans la vie. Et c'est pourquoi je dis souvent, lorsqu'on est dans des combinaisons politiques, je dis aux uns aux autres, vous savez, il y a l'agenda des hommes, il y a l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu va toujours avec celle de votre mère, de votre femme. Souvent, ils vous veulent du bien plus que vous-même. Et entre nous les hommes, quand on discute souvent, je ne sais pas si les femmes le disent entre elles, il y en a qui me disent vraiment, lui, il a des filles et des garçons, mais en réalité, ses filles, il aime plus. Donc tout le monde souhaite avoir une fille, parce que quand tu es âgé, comme Mousso Behine,
les femmes, les filles, elles pensent beaucoup à leurs parents. Et souvent, j'ai des amis qui viennent montrer fièrement leur grand boubou, ils disent ça c'est ma fille qui m'accuse. Et les garçons entre nous, on se chahute souvent. On dit que quand vous téléphonez à votre garçon, il est toujours sur répondeur. Mais quand sa fiancée l'appelle, il prend même avant le premier appel. Il dit c'est ça la force des femmes. Donc, vous rencontrer, c'est vraiment un plaisir, mais aussi un devoir. Après avoir dit cela, je voudrais appeler les uns et les autres à une réflexion. On dit qu'on a vu un pays avec un chef qui était dans les difficultés. Il voulait aller à l'assaut des difficultés. Il y avait 2 groupes d'hommes. Il a commencé par demander quels sont les hommes qui ont peur de leurs femmes. Il y en a qui ont levé la main, il dit mettez-vous à côté. Il dit mais quels sont ceux qui n'ont pas peur de leurs femmes? Il y en a qui ont levé la main. Il dit maintenant lui il veut aller à la guerre pour restituer à son pays son honneur et sa dignité. Et il va avec ceux qui ont peur de leurs femmes. Parce qu'un homme digne de ce nom doit avoir beaucoup d'égards, sinon même il doit avoir peur des femmes. La femme, comme j'ai dit, c'est votre épouse qui vous donne tout. Tout ce qu'elle a, elle vous donne. C'est votre mère qui vous a porté pendant 9 mois. Qui reste avec vous lorsque tout le monde vous abandonne. Et quand vous partez vous battre, ceux-là qui ont peur de leur femme, ils préfèrent la mort que la honte. Ils ne viendront jamais battus. Saya Kafsoni Maloy, c'est ce qu'on dit à un moment. Donc c'est eux les hommes. Mais ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur de leur femme là, ça c'est déjà parce que l'autre a peur qu'au retour sa femme lui dise mais Ebola Kana et la guerre, il a honte et il a peur de venir que sa femme et sa mère le voient parmi ceux qui ont fui. Mais le moins courageux là, il n'a même pas honte. Lui n'a peur de personne. Et c'est pour cela que respecter une femme, l'aimer, avoir même peur d'elle, c'est une marque pour un homme, et non le contraire. Et quelles que soient nos obligations, il faut toujours les mettre en parallèle avec les obligations des femmes. Dans la société, tout ce que nous entreprenons, c'est d'abord aux femmes que ça profite. Parce à leurs enfants, à leurs maris. La femme préfère tout laisser. Il y a des femmes, même quand elles sont malades, elles vont travailler le peu qu'elle a là. C'est pour ses enfants. Il y en a qui sont malades, elles ne pensent pas à sa maladie, mais comment ses enfants vont réussir? Comment sauver son mari? Elle ne pense même pas à sa propre situation. Elle préfère être malade, mais nourrir et loger son enfant et lui permettre d'aller à l'école. Donc, pour nous qui voyons comment on veut redresser le pays, tant que les femmes ne sont pas au centre de nos activités et qu'elles ne sont pas d'accord, qu'elles n'accompagnent pas, qu'elles ne sont pas contentes, ça ne peut pas aller de l'avant. Et pour faire un peu de la musique, Barkat doit là-haut. Tant que votre mère ne vous fait pas de bénédiction, la mère de vos enfants, votre grand-mère, vous ne pouvez pas rencontrer le succès. Je suis convaincu de cela. Et vous savez, les militaires maliens, j'ai dit qu'ils se sont retrouvés dans la situation suivante à un moment donné. Il y a un mur qui risquait de tomber. Et ce mur-là, c'est le Mali. Les militaires sont venus le tenir par les mains.
Maintenant, il y a des gens qui sont derrière, qui tirent leurs pantalons pour se moquer d'eux. Et regardez ce qu'il y a après le pantalon. Et le militaire avait le choix. Soit il laisse le mur, il tient son pantalon, ou bien il tient le mur, il laisse les gens lever le pantalon. Le militaire malien a choisi de tenir le mur, le Mali, pour qu'il ne tombe pas. Et il a laissé ceux qui ne comprennent rien, il les a laissés enlever le pantalon. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des gens, à un moment donné de notre histoire, qui se moquaient de notre armée. Il y en a qui se disent, qui se promènent. Au Mali, il n'y a pas d'armée. Dès que vous tirez, il fuit. Il y en a qui vont dans les assemblées étrangères pour dénigrer l'armée malienne. On applaudit. Ils ne savent pas qu'en réalité, on est en train de travailler le cerveau des Africains. Parce que quand vous ne respectez pas votre armée, vous êtes habitué, vous êtes appelé tôt ou tard à vous soumettre et respecter l'armée d'autrui et perdre votre autonomie de décision. On a trouvé des gens qui disent oui, au Mali, il n'y a même pas d'armée. Ils ne sont bons que pour les coups d'État et les défilés. Et il y a des gens qui voulaient être présidents dans tout ça. Ils voulaient être présidents. Mais ils sont au Mali. Vous savez, moi, j'ai suivi tous les responsables politiques. Il n'y a pas un qui n'a pas son répertoire chez moi. Tout ce qu'il a déclaré depuis 20-30 ans à Bessebenondo devant son nom. Tous ceux qui ont tenu ces propos, où est-ce qu'ils les ont tenus? Chez qui? Dans quelles circonstances? Comment leurs propos ont été accueillis? Tout ça, c'est notre chemin. Je regarde souvent les gens. Et beaucoup ne comprennent pas qu'on a eu la chance au Mali. Que le destin du Mali s'est joué le jour où les aspirations profondes de la majorité des Maliens sont croisées avec des hommes, des enfants de son armée, qui étaient pour la plupart du temps des jeunes. Théoriquement, on les a formatés, ils n'allaient même pas comprendre. Mais on en a eu monnaie pour Maliens là. C'est pourquoi moi je les appelle souvent. Il y en a qui disent que je fais l'apologie des militaires. Je dis non, moi je sais ce que je veux dans la vie. Ce n'est pas l'apologie des militaires, c'est l'apologie de ceux qui défendent le Mali. Mettons qu'à fouiller, couiller monnaie pour déouiller. Couiller monnaie de vos Maliens là. Parce que on nous a opposés pour rien. On nous a donné une partie de notre histoire. On a caché notre partie. On nous a mis en bagarre. Et on a trouvé parmi nous une partie des Maliens qu'on manipulait. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du Mali. Vous savez, souvent les Keita disent que Maïga avait beau Keita là. Souvent d'autres disent que Maïga c'est Magasuba. Quand vous partez dans le pays, j'étais à Sikasso récemment, pour ceux qui nous parlent d'islamisation, depuis plus de 1000 ans, ce qu'on appelle les Saga Nogo et les Berté, c'est le représentant de l'islam. Ce qu'on appelle les Sissé, les Mandemouri, ça fait des milliers d'années. On ne peut pas venir nous dire aujourd'hui qu'on veut nous apprendre l'islam. Le Nord n'en parle même pas. Tout le monde est musulman là-bas d'ailleurs. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'au Nord là, à un moment donné, c'est des populations noires qui ont donné leur vie pour que leurs frères arabes et touaregs vivent. J'ai présenté une fois devant eux, et j'ai les lettres, des gouverneurs coloniaux, septembre 1893. Il a écrit de sa main
au gouverneur de Tombouctou pour lui dire tous ceux qui ont la peau blanche, il faut les supprimer. C'est ça le thème, les supprimer. Et vous savez comment il dit qu'il faut les affamer. Il faut empoisonner les puits et les pâturages. Il faut tuer les animaux pour qu'ils meurent tous. C'est écrit noir sur blanc, où il vient se soumettre. Beaucoup ne savent pas qu'en ce moment, c'est leur frère Sonrei Peul qui risquaient leur vie pour sauver leurs frères arabes et touareg. Ils les cachaient dans leur moustiquaire traditionnel qu'on appelle Fafou. Ils mélangeaient leurs animaux aux animaux des Songoï. Moi, j'ai des grands-parents, on les a coupé la tête devant tout le monde, on s'est promené avec la tête. Leur seul crime, ils ont caché un frère touareg. D'autres, on les a déportés en Guinée, à l'île de Gorée. Ils ont fait leurs 15 ans. Au retour, certains sont morts, on les a enterrés à Bamako. D'autres sont rentrés au village. Leur seul tort, ils ont voulu protéger leurs frères arabes et touareg. Ils mélangeaient leurs animaux avec les leurs pour qu'on ne sache pas que c'est les animaux des arabes et des touareg. Beaucoup ont oublié cette page de l'histoire. Ou ils ne le savent même pas, ou on leur a caché. Il y a, en 1530, dans les 1530, l'armée de notre territoire, sous Askia Mohamed, avait un contingent formé uniquement de Touaregs. Dans une bataille célèbre, ils sont allés jusqu'à Fès, ils ont détruit tout, ils ont tout rasé sur le chemin, ils sont revenus. Ce n'était que des Touaregs, sous l'autorité d'un empereur, Askia Mohamed, qui lui-même, c'est Mohamed Touré. Je dis souvent au Sarakole, Askia Mohamed, Korboroté, Soninke de Do. Il s'appelle Mohamed Touré. C'était un général de l'armée de Souni, en qui il avait confiance. Quand il est mort, son fils a voulu prendre le trône, mais les populations ont dit non, c'est à ce général-là que Souni avait confiance. Et les Songoïs ont dit non, Astia, il ne le sera pas. Atekaye. Donc lui aussi, il a pris Askia, Mohamed Touré. Donc on a laissé Mohamed, il est devenu Askia Mohamed. Il a bâti un grand empire. Et récemment, quand j'étais au Niger, à Agadez, qu'on considère la grande ville touareg, est-ce que vous savez que la mosquée là-bas, elle a été construite en 1500 par Askia Mohamed. En ce moment, le minaret, c'était le bâtiment, le minaret en banco le plus haut sur la planète Terre. Même aujourd'hui, quand vous rentrez là-bas, à l'intérieur, on dirait que vous êtes dans une maison climatisée. Jour et nuit. Vous ne voyez jamais l'ombre du minaret là, quelle que soit la position. Jusqu'à présent, les ingénieurs ne savent pas comment ils ont travaillé. Mais quand vous voyez le chef traditionnel là-bas, mais c'est un Songoï noir, il est noir comme du charbon. Il n'y a aucun problème. Donc quand vous regardez notre histoire, toutes les ethnies là sont entremêlées. À un moment donné, on a essayé de nous séparer. On a mis dans la tête des gens, ici c'est pour vous, là-bas c'est pour les autres. Le Mali, c'est pour tout le monde. Moi, j'ai rencontré récemment un Dogon qui est Maïga. Il dit, mais ça, c'est depuis quand? Il dit que lui n'est pas Sonrei, que lui, il est Dogon. Il dit, un Dogon Maïga, il dit que ses parents ont émigré là-bas il y a plus de 60 ou 100 ans. Koulou te Koroborokala, Koulou est Dogon Audi. Mais c'est Maïga. Mais lui, ici, des Dogons se lèvent là-bas pour dire que c'est ce jeu, c'est pas sa terre. J'ai dit aux gens, le Dogon qui dit ça, il faut l'attraper et le donner aux forces de sécurité. Il ne veut pas l'unité du Mali. Kidal que vous voyez là, il y a moins de 1000 ans, c'était une ville Songoï. C'était les Noirs qui habitaient Kidal majoritairement, c'était une ville Songoï. Mais avec les peuplements, c'est devenu une ville Touareg.
Mais celui qui ne connaît pas l'histoire, et c'est ce que les Blancs ont mis dans la... C'est la ville de Touareg. Kidal n'est la ville de personne. Ce n'est pas la ville de Songoï. Kidal, c'est une ville du Mali. Tu peux quitter Sikasso, tu es à Kidal, tu es chez toi. Un Kidalois peut venir. Mais il n'y a pas de maison de gens de Kidal dans la banlieue de Bamako. Qui va aller leur dire que ce n'est pas chez eux? Le Mali, c'est pour tous les Maliens. Chacun a son grand-père qui est venu quelque part à un moment donné de l'histoire. Au début, c'était d'autres sont venus s'ajouter. Donc, ce n'est pour personne. Les gens du Nord ne peuvent pas dire les Songoï aujourd'hui que Gao, c'est pour eux. Gao, c'est les Tamashek, c'est les Sorey, c'est les Arabes, c'est les Peuls, c'est les Bambara, c'est tous les Maliens. Cela est valable pour chaque ville. Donc, n'acceptons jamais qu'on vienne nous dire que cette ville, c'est pour telle ethnie, c'est pas pour telle ethnie. Ça, c'est une façon de nous manipuler les esprits et créer les conditions de conflit entre nous. Nous avons aussi longtemps que vous poussez dans l'histoire, vous allez trouver que c'est des peuples unis. Maintenant, quand on les a divisés, vous savez qu'après l'Empire Songoï, après sa chute, on a fait 300 ans d'anarchie. Il n'y avait pas d'État. Donc, c'est les plus forts qui s'imposent. Tu as ton sabre, tu t'imposes à l'autre. Donc, des petits groupes ont émergé, des petits royaumes, de ceci, de cela, on était divisés. Et quand le colonisateur est venu, il nous a pris un à un. On vient, on te dit, ton frère là, tu es plus beau que lui, c'est toi qui dois être le chef. On te donne des armes pour le tuer. Quand tu viens rendre compte que tu l'as tué, au moment où tu pars, on te tue toi-même. Et la tribu n'a plus de chef et on vient les commander. C'est comme ça qu'on nous a tous pris un à un. Bon, en 2000 et quelques là, cette histoire de communauté internationale, on voulait nous retourner à ça en réalité. C'est ce qu'on a compris à un moment donné. En tout cas, il y a des Maliens qui l'ont compris, qui ont mobilisé les Maliens. Oui, mon éboudéon sera mieux, mon ébo malien là, l'armée malienne. Il y a quelques années, peu de Maliens croyaient que Kidal va retourner dans les girons maliens. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 10 ans, l'or est exploité en grande quantité dans les régions de Gao et Kidal? Où va l'or? Nous, on imagine où ça va. Il y a une partie, un peu, qui vient à Bamako, par des réseaux, qu'on distribue à certaines personnes, que j'ai appelé l'oligarchie plutocratique, qui a pris le Mali en otage. Vous avez des politiciens, des militaires, des juges, des hauts fonctionnaires, ils ont pris notre pays en otage. Ils font leurs affaires. Beaucoup ont 2-3 passeports. Quand ils finiront de détruire le pays, ils vont prendre l'avion et rejoindre leur deuxième pays. Mais pendant qu'ils sont là, vous sortez, on vous mate, on vous met en prison. On vous dit que vous êtes contre le Mali. Jusqu'à ce que on se moque de l'armée, jusqu'à ce que notre pays se désintègre. C'est ça le sort qui a été prévu pour le Mali. Et après, on a étendu le terrorisme. Partout. Nous avons les preuves que tous ces mouvements terroristes-là ont été créés, sont sponsorisés jusqu'aujourd'hui par des pays étrangers, par leurs services secrets. Quand nous avons réuni les preuves, nous sommes allés aux Nations Unies. On dit qu'on va les montrer. On a trouvé des gens qui disent non, donnez vos preuves dans la presse. Mais nous, on n'est pas venus pour ça. Il faut qu'on nous dise seulement qu'on est d'accord. Parce que si on les avait montrés, je vous assure que tous les Africains vont se révolter le même jour. Mais ils ont refusé. Nos preuves là, on les a. Depuis ce moment, nous avons décidé qu'on va se séparer à l'amiable. Barkano, IG5 Sahel, Takuba, ICAP, IEUTEM, Bekata. Parce qu'on voulait transformer Menaka en une zone d'entraînement des forces spéciales des pays de l'Union européenne. C'était ça qui était prévu.
Vous savez qu'il y a un Malien, personnellement, depuis 2015, avant que je ne sorte du gouvernement, tous les vendredis, je le rencontre. Je lui dis qu'un jour, les Maliens vont comprendre. Anga Djamana Beka Ferry, on est en train de vendre notre pays. Des patriotes vont venir un jour pour laver les larmes des Maliens. Tous les vendredis, il était comme un membre de ma famille. Ma femme le connaît. Quand j'ai été nommé Premier ministre, les 2 premiers actes que j'ai posés, il y avait un ordre de mission de notre ministre de la Défense qui a fait 3 mois, on a refusé de le laisser aller en Russie. Dès que je suis venu, j'ai signé. C'est le Premier ministre qui autorise les missions. Deuxième chose, je l'ai appelé. J'ai fermé ma porte. J'ai dit, bon, maintenant, on va prendre notre temps. Il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour aider les monébodéons là qui sont venus. Ils ont des armes, mais ils ont besoin d'un environnement pour libérer notre pays. C'est ça notre rôle en tant que gouvernement. Parce que Halini Courage Boula, même s'ils ont les armes, seuls ou TCO, il faut que les gens les comprennent. Sinon, on va manipuler l'opinion pour le dresser contre eux. Parce que vous savez, dans les pays, il y a ceux qui se battent pour le pays, il y a ceux qui aiment leur pays, et les autres qui, pour leurs intérêts, vendent le pays. Donc ceux qui se battent là, s'ils ne sont pas compris par ceux qui aiment le pays, ceux qui veulent détruire le pays vont avoir raison d'eux. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, vraiment, je vais vous dire la vérité. Et bien, qu'on fait. En réalité, Ikita Nini, quand tu finis ton mandat, il sinon, le Mali, là, il ne va jamais être comme avant. Je dis, tu es convaincu? Il me dit, vraiment, lui, il croit à ça. Et qu'on leur a dit depuis 2016 de préserver leur vie, de ne pas se tuer pour rien. Parce que ce qu'il y a dans certaines régions du Nord, uniquement la région de Manaka, ce qu'il y a là-bas, c'est plus que ce qu'il y a dans certains grands pays de l'Asie. Sous la terre. Donc les étrangers qui sont là-bas, les Français, ils ne vont jamais quitter là-bas. Et tout homme politique qui va se mettre sur leur chemin, ils vont l'écraser. Donc, il me dit, vraiment, je te conseille, on lui a dit ça depuis 2016. Mandat do mandat be bando bata, do mandat be bando bata, mais à Tsekayelema. Je dis, est-ce que c'est ça son... Il dit qu'il est convaincu de ça. Moi, je l'ai accompagné, il est sorti de mon bureau. J'ai effacé son numéro de mon appareil. Et récemment, on l'a raté dans une des mines d'or. On l'a raté de justesse. Parce qu'il y a des milliers de Soudanais, de Tchadiens qui exploitent l'or au nord. Depuis 10 ans, il y a des mines d'or. C'est exploité. Il y a des gens qui vivent de ça. Certains sont à Bamako. Ils érisent des palais. Ils ont 2, 3, 4 maisons à Bamako. D'autres sont dans les pays de la sous-région. Ils ont 2, 3, 4 passeports. Quand ils vont à l'extérieur, on les reçoit comme des grandes personnalités. En réalité, ils sont en mission. Ils occupent des postes sensibles, des ministères stratégiques, des directions stratégiques. Toutes les informations qu'ils collectent, ils les filent à leur deuxième patrie. C'est ça, la réalité du Mali. À un moment donné, les monébodéons là se sont assis avec ceux qui croient en cette lutte. On a regardé la situation. On a dit que pour sauver le Mali, il faut que les étrangers nous laissent en paix. Bekata, j'ai vu des présidents africains qui en 2018, parce que je vous dis que tous les dirigeants là, ni un fin ou fin fond, j'écris le jour. 2019, il s'est tenu à Dakar
un sommet mondial sur la sécurité. Il y a un chef d'État qui a dit qu'il ne peut pas comprendre qu'il y a 50 000 forces étrangères au Mali. Au Bela, le terrorisme est en train de grandir. 2019. Le même chef d'État, en 2023, lorsque nous avons dit à la MINUSMA de partir, je l'ai entendu dans les médias dire, mais si la MINUSMA part, que vont devenir les Maliens? Le même chef d'État est parti dire qu'il ne prend pas de photos avec notre président dans un pays européen, parce que notre président a fait un coup d'État. Le même chef d'État, quelques semaines après, je l'ai vu avec un autre président qui a fait un coup d'État. Il fait des selfies, il est en basin, il est en veste. Voici l'Afrique. Les gens sont dans les hautes fonctions, mais toute leur énergie, toute leur connaissance, ils les mettent au service des forces étrangères. Nous avons décidé de nous prendre en main, de prendre le destin du Mali en main. C'est comme ça que ça s'est passé. Lorsque nous avons décidé de nous séparer, quand on se rend rendez-vous à 8 heures, on vient, on nous dit que les forces étrangères sont parties depuis 4 heures du matin. On vient se rendre compte que les armes lourdes, les blindés, ils les ont donnés en soumet aux terroristes. D'autres, on les importe avec des attaques anti-aériennes. On les a tous détruits petit à petit. C'est pourquoi j'ai salué le courage, l'intelligence, le savoir-faire du président, du ministre de la Défense, des chefs d'état-major général des armées, des chefs militaires et le courage des soldats maliens qui ont affronté la mort. On a libéré Kidal, Foy Mawuli Kabo, Chie Mawuli Kabo Fanka. Alors qu'ils avaient tout miné, ils avaient prévu que ça va être l'hécatombe. Nous avons tout déminé méthodiquement. Tout ce qu'ils ont prévu, on a déjoué. Ça, c'est les militaires maliens. Et c'est pourquoi j'ai dit à certains que l'histoire ne les oubliera jamais. Dans plusieurs années encore, les Maliens vont venir dans un lieu qui sera dédié et dire qu'ils sont très fiers parce que dans les années 2000, leur père, leur mère se sont battus. D'autres sont morts comme ça. Le bateau de Tombouctou, c'était pour nous décourager. On a été tués des civils et ils ont trouvé des intellectuels, des hommes de médias, des politiques qui se sont levés. Ah oui, le Mali, il faut la paix, on a des Vatangara à la tête de l'État. Moi, j'ai été interpellé par beaucoup de responsables. Kouanga Dabla, qu'il faut qu'on cherche la paix. J'ai dit, mais on cherche la paix depuis 10 ans. On est arrivé à un moment où il faut un affrontement direct avec les adversaires du Mali et que le Mali gagne. Tant qu'au Maquet, on va nous balader à mordre la queue, tuer 200, 2000, 3000, on va dans les avions, on va aller à l'affrontement direct. Ils ont demandé des audiences, j'ai dit je n'accorde pas d'audience. Certains ont demandé avec le président, je crois, il n'a pas accordé. On est allé, quand on est rentré à Kidal, certains ont commencé à dire, ouais, Kidal c'est pour tout le monde. Malien Abeka Segikana, on va aller féliciter le Premier ministre, on va aller féliciter le président. J'ai dit, nous on n'a pas travaillé pour des félicitations. On a travaillé pour le Mali, gardez vos félicitations. C'est comme ça, parce qu'on a formaté les esprits. On a peur. On dit que les Africains, dès que tu tues 10 personnes, c'est fini. Bébé Boli. Donc leur stratégie, quand on a attaqué le bateau de Tombouctou, c'était pour paniquer la population. Vous avez des gens dans les médias, ah il faut la paix, le gouvernement, et vraiment ce sont des va-t-en-guerre. Tout ça, c'est pour nous manipuler. Quand ces messieurs disent après qu'ils vont venir nous féliciter,
Mais on sait que c'est de l'hypocrisie. Lorsque nous avons dit qu'on va se séparer des forces étrangères, il y en a qui nous ont dit que nous on perd notre temps, que le gouvernement perd son temps, que les dirigeants maliens perdent leur temps. Parce que les 90% des Maliens ne sont pas d'accord avec eux. Et ça, c'était au moment où on nous a mis dans la tête qu'on est faible. Le Mali est très fort. Il est fort de ses soldats. Il est fort de ses femmes qui n'ont pas baissé les bras. Malgré les tueries, malgré toutes sortes de soumissions, les femmes maliennes sont restées debout. Elles ne se sont jamais tues. Et c'est ce qui a donné le courage aux soldats. Si tu sais que ta mère te regarde, ta femme te regarde, tes enfants te regardent, tu vas te battre. Et c'est pour cela que dès qu'on est venu, je vais peut-être terminer par ça, on avait des priorités au niveau du gouvernement. Dès que le président a pris fonction, après le 7 juin 2021, les priorités étaient très claires dans la tête du président et de son équipe. Il faut renforcer l'armée. Il faut changer le rapport des forces militaires sur le terrain. Tant qu'on ne fera pas ça, rien ne va conduire à la paix. Une fois que le rapport des forces change, il faut aller à un affrontement direct et prendre Kidal. On a pris Aguelhok. Aguelhok, c'est là-bas qu'on a tué les Maliens. Qu'est-ce qu'on a fait des Touaregs et des Arabes en cette période? On les a égorgés. On a éventré pour qu'on voit les intestins, pour terroriser. Pourquoi vous êtes fidèles à l'État malien? Sinon, si on tue les gens, quel intérêt il y avait à les éventrer? C'était de la terreur. En effet, depuis 2013, l'État malien n'est jamais allé. On l'a pris. On a pris Aguelhok, on a pris Tessalit, on a pris Kidal. Et c'est maintenant que des amis se lèvent pour nous donner des leçons. Nous ne serons le vassal d'aucun État. Celui qui veut être notre ami, il peut l'être, mais nous ne pouvons pas être l'État vassal de quelqu'un. Parce que nos citoyens-là qui croient que ces pays les aiment, quand ils vont dans ces pays-là, ils ne les prennent pas comme leurs citoyens. Ils les prennent comme des gens de seconde zone. Maintenant, quand ils discutent avec nous, ah non, nos frères, on n'est pas des frères comme ça. Quand on est des frères là, ces frères, on ne les choisit pas. Hein. C'est votre père et votre mère qui vous les donnent. Mais si jamais ils se mettent, ils cherchent à vous tuer là, vous n'allez pas vous laisser tuer. Donc je veux que tout le monde l'entende. Tous les États sont des amis du Mali. Mais tout État qui veut faire du Mali un État vassal, il nous trouvera sur son chemin. Il trouvera les femmes maliennes sur son chemin. Le Mali ne sera l'État vassal de personne. Il sera un État ami. Maintenant, les Maliens, je veux qu'ils comprennent. Tous les Maliens et les Maliens. Les problèmes du Mali, discutons-les au Mali. Trouvons des solutions maliennes. Les discussions dehors dans un autre pays, ça ne sert plus à rien. On l'a fait pendant 30 ans, ça n'a servi à rien. Venons nous retrouver. Et le président vient de décider de la commission intermalienne. C'est maintenant que le plus dur commence. Parce que l'armée a gagné la guerre, une partie. Mais la construction de la paix, c'est la phase la plus difficile. Et la paix ne peut pas aller sans les femmes. Donc, il faut encore serrer vos pagnes. Le travail qui vous attend maintenant, il y a moins de stress, mais il est très difficile. Et on ne peut pas le réussir sans vous. C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur votre engagement, sur votre accompagnement, sur vos bénédictions. La deuxième chose, vous savez, quand une maison brûle, on ne demande pas qui a mis le feu. Il faut d'abord l'éteindre. Mais quand c'est éteint,
il faut appeler tout le monde pour construire la nouvelle maison. Au Mali, il y a des gens qui ne croyaient pas à ce que le gouvernement, sous la direction d'Assimi Goïta, faisait. Il y avait le feu dans la maison Mali. Nous avons décidé d'aller, ceux qui croient, éteindre le feu. On l'a éteint. Maintenant que c'est éteint là, il faut ouvrir la porte à tous les Maliens. Il faut que tout le monde vienne pour construire, à condition de respecter les engagements que le peuple malien a inscrits dans sa constitution. Avant, on disait que c'est le président qui a dit, c'est le premier ministre qui répète. Maintenant, c'est constitutionnalisé. Il faut respecter la souveraineté de l'État malien. Il faut respecter ses choix stratégiques de partenaires et la défense de ses intérêts. L'article 34 de la Constitution du 22 juillet 2023. Tous ceux qui respectent ça, il faut leur ouvrir les portes. J'ai donné l'exemple à quelqu'un. Vous prenez un militant de l'ancien parti ou des anciens partis au pouvoir qui se trouve par exemple dans mon village, Tabango, ou bien chez des Dogons sur les collines là-bas. Il a voté pour le responsable de cet ancien parti. Il défend son parti. Mais Djadja, lui, ne sait pas que c'est lui qu'il défend là. Il a 4 passeports qu'il ne l'a jamais montré. Que l'argent destiné à acheter des simples lunettes à vision nocturne, il prend l'argent mais il ne les achète pas. Allez Takalamo, allez Bakoumfedron, mon président, je le soutiens, mon parti. Mais quand il comprend maintenant, Djadja, lui il était dans l'obscurité. Mais on a levé le sac sur ses yeux maintenant, il a compris. Est-ce qu'on doit lui dire que parce que tu étais dans tel parti, toi on ne va plus t'écouter? Si on fait ça, on ne va pas construire le Mali. Hein. Il faut appeler tous les Maliens qui sont de bonne foi. Pour repartir sur de nouvelles bases, il faut faire l'union sacrée autour du président de la transition, de ceux qui croient au changement. En ce moment, on peut construire notre pays. Parce que la tradition au Mali, c'est que quand un groupe gagne, il écrase les autres. On met des députés en prison. Si tu ne viens pas dans mon parti, tu ne sors pas. Les élections finissent, on lui dit tu n'as rien fait, il faut aller à la maison. Ça, c'est terminé maintenant. Chacun va répondre de ce qu'il a fait et non de ce qu'il est ou ce qu'il a été. Ce que tu as fait là, c'est toi qui réponds. Ce n'est pas tes militants. Hein? Parce que tu as fait pour ton intérêt personnel. Les militants là ne comprenaient rien. Maintenant, s'ils ont compris, ils décident d'aller reconstruire le Mali. Si on les empêche parce qu'ils étaient dans tel parti, ça veut dire qu'on a décidé de diviser le Mali. On a été trop divisés. Maintenant, il faut l'union sacrée des Maliens pour reconstruire un nouveau pays. Le Mali est très très riche, je vous assure. L'or au Mali. Vous entendez parler de lithium. C'est une matière stratégique, le Mali est un des rares pays qui l'ont. Il y a beaucoup dans ce pays-là. On nous a mis dans la tête qu'on est pauvre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si on sait où est-ce qu'on va, d'où on vient, parce que ça c'est très important, d'où est-ce qu'on est venu. Parce que beaucoup de gens qui veulent diriger le Mali, ils ne savent même pas, ils ne connaissent rien de l'histoire du Mali. Ils se lèvent pendant les élections, ils rentrent dans leur 4x4, ils ouvrent les fenêtres, on fait des rassemblements. Qui va connaître les préoccupations des Maliens? Mais les préoccupations des Maliens, c'est quand tu veux être président que tu veux savoir. Il y en a qui n'ont jamais quitté leur ville natale. Et ils veulent être président. Mais si le président c'est fini, il ne va nulle part. Les problèmes des Maliens, il faut les connaître avant. Il y en a qui vont rencontrer les gens juste à la veille des élections. Après les élections, on ne les voit plus. Ça, c'est terminé maintenant. Celui qui veut être responsable, il faut que tu connaisses l'histoire. Il ne faut pas que tu viennes nous dire, ah oui, oui, là-bas, là, c'est mon parent, c'est pour nous. Ce n'est pas pour vous, hein. C'est pour le Mali.
tes parents sont Sorey, sont Dogon, sont Touareg, sont Arabes, sont Peul. Ou Borayoro Dola Kanamogo do Soroya. Omogo Fanaye do Soroya. Donc maintenant qu'on a notre pays, le pays là c'est pour tout le monde. Tous ceux qui sont d'accord pour ça là, nous allons aller de là-bas. Mais il y a des gens qui ne seront jamais d'accord. Parce que c'est leurs intérêts qui sont menacés. Et c'est pourquoi quand l'armée a fini son travail, ou continue disons, vous entendez beaucoup de Maliens au Bafoko, que la lutte contre la corruption. Pour l'armée là, il y a 10 000 de dos. Ils font la guerre, l'affrontement direct, ils gagnent. Mais juste un qu'on a 10 000 de dos. Italie est tout de suite là. Il y a des réseaux, l'argent qui sort, où est-ce qu'on a mis des comptes offshore dans des pays. Pendant que les Maliens mouraient du Covid ici, il y avait des gens qui brassaient des milliards qu'on sort du trésor contre la Covid. Déjà, ils le virent dans des chemins pour aller rentrer dans des comptes pour eux. Même ce matin, le président en a parlé, l'aéroport. Moi, je ne le sais pas, c'est techniquement, je me suis occupé. Le prix de l'aéroport, quelques années après, l'argent d'un nouvel aéroport a été détourné par des individus. Un nouvel aéroport, le Mali pouvait construire. Il y a les terres des pauvres qu'on a retirées. Fanga y a amené. Moi, j'ai des paysans qui ont dit qu'ils vont se suicider parce que on va réparer tout ça. Mais ça se fait en douceur, en respectant la loi. Donc il faut que les Maliens comprennent. L'actuelle équipe cherche à faire du Mali un État souverain, un État indépendant, un État qui n'est vassal de personne, un État partenaire à tous les États amis, un État qui ne va jamais abdiquer. Et on ne veut plus que ça reprenne encore, ce qui s'est passé avec nous. C'est pour cela que je suis très content de votre arrivée. Je vous dis merci, merci et merci encore. On avait déjà une corde au cou, mais vous venez de serrer la corde encore. Inch'Allah, ça va marcher. Avec votre bénédiction. Merci bien. J'ai fini mon discours. Merci bien.